Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Polynésie la Première. Voici les titres de votre journal. C'est l'une des plus importantes affaires de trafic d'ice qui s'est ouverte en correctionnel. L'affaire Saranoui, 25 prévenus impliqués dans l'importation de 40 kilos de méthamphétamine en provenance du Mexique. Le cerveau de l'affaire Tamato Alfonsi encourt 20 ans de prison. Et puis la Polynésie déplore ce lundi une 7e victime du Covid-19. Peut-on finalement éviter les clusters dans les quartiers sensibles? Certaines communes s'organisent, vous allez le voir dans quelques instants. Et les dommages collatéraux sont imprévisibles. La Ranui a dû interrompre sa croisière après que 8 cas positifs de Covid-19 aient été détectés parmi les membres de son équipage. Comment remédier au vieillissement de la population polynésienne? La question est au cœur d'une polémique que nous allons vous expliquer dans quelques minutes. C'est le dossier de ce journal. Mais avant d'aller plus loin, cette disparition inquiétante, un rameur de 34 ans de FAA est porté disparu. Parti ramer en V1 en milieu de journée, l'homme peut être victime d'un malaise et tombé au niveau de la passe de Papeete, explique un témoin dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Le JRCC a effectué des plongées dans la rade et appelé l'hélicoptère Dauphin à survoler la zone jusqu'à 15h cet après-midi. Comme vous pouvez le voir sur ces images de Mirko Vanfo, seule sa rame, sa pirogue et sa casquette ont été retrouvées pour le moment. L'actualité judiciaire maintenant avec l'affaire de trafic d'ice dite Saranoui, jugée devant le tribunal correctionnel. 40 kilos d'ice en provenance du Mexique écoulés en Polynésie entre 2017 et 2018. Le cerveau Tamato Alfonsi, déjà condamné à 6 ans de prison dans une autre affaire d'ice, prépare déjà sa sortie. La cocaïne, c'est l'avenir, a-t-il écrit en prison dans un courrier saisi par la justice. Avec Maite et Danielson, ils sont 25 prévenus appelés à répondre de leurs actes. Lucille Guichet-Tirao et Jérôme. Les deux principaux accusés sont restés sur leur position ce matin. Tamato Alfonsi, tête de réseau présumé basé au Mexique, veut protéger ses proches mis en cause. Quasi mutique, il parle peu. Il reconnaît avoir importé 3 kilos d'ice en Polynésie. La justice lui en reproche 40, c'est 13 fois plus. Meitei Danielson, l'ancien rameur de Wahine, lui, nie intégralement les faits et se considère accusé à tort. Malgré des témoignages et des écoutes téléphoniques, le désignant comme le bras droit présumé d'Alfonsi. À la barre ce matin, seul Gilles Morat reconnaît un rôle de boss local. Un boss, non. Disons qu'il a malheureusement développé son activité à une certaine époque, ce qu'il regrette foncièrement aujourd'hui. Il a pu être considéré comme un boss, en effet, oui, mais j'espère pour lui, et en tout cas ce qui est plus intéressant encore, il espère bien ne plus jamais être un boss en matière de stupéfiants. Ils sont 25 à comparaître, des revendeurs et des mules présumées, leurs femmes, d'anciennes gloires du surf frongées par l'ICE ou encore la petite jet-set polynésienne en quête d'argent facile. La justice leur reproche ensemble d'avoir participé au plus important trafic d'ice démantelé à ce jour. Ça ne s'est pas arrêté après l'interpellation des présumés organisateurs, donc il y a fort à croire qu'en fait le trafic continue avec d'autres personnes très certainement, et c'est tellement lucratif que moi j'ai du mal à croire que ça peut s'arrêter aujourd'hui du jour au lendemain. Beaucoup d'entre eux sont en état de récidive légale, ils encourent jusqu'à 20 ans de prison. Au vu du nombre important de prévenus, le procès pourrait durer 2 semaines. Et au chapitre sanitaire, 1666 cas positifs de Covid-19. C'est le dernier bilan de la direction de la santé, dont 290 cas toujours actifs. Mais la Polynésie déplore une 7e victime. Il s'agit d'une femme de 63 ans hospitalisée depuis jeudi dernier pour insuffisance respiratoire. Mais alors, comment éviter les clusters, notamment dans les quartiers et logements sociaux où plusieurs personnes cohabitent dans un même foyer? Comment faire respecter les mesures sanitaires dans ces familles? Le reportage de James O, Vito Tapo et Hiru Terurutua. Là, c'est la chambre à coucher. C'est un peu sombre. Non, il n'y a pas d'électricité. Dans ce vieux faré au nord de Tahiti, 14 personnes cohabitent dans des conditions de vie très sommaires. Dans ce quartier, la promiscuité y a élu domicile il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, rien n'a changé, ou presque, si ce n'est l'inquiétude des familles face à la Covid-19. Qui n'est pas inquiet? Tout le monde est inquiet. Parce que si cette personne est malade à la maison, on ne sait pas si ça va propager. C'est nous qui va propager la maladie. Parce que pour confiner, on est prêt à être confiné.
Bon, il y a les entourages. Il y a des personnes qui vont venir et nous, on ne peut pas stopper ça. Pour tenter de rassurer, le maire a mis l'accent sur la prévention. Chaque jour, les guides sanitaires sillonnent les quartiers pour rappeler les bons gestes à adopter. Mais en cas de contamination, Damas Tewira privilégie l'isolement en site dédié. Aujourd'hui, c'est la bonne volonté des gens. On ne peut pas forcer des gens à sortir s'ils refusent de sortir de leur logement. Et là, j'appelle à la vigilance de chacun. Chacun doit prendre ses responsabilités. Et je sais que dans les quartiers à forte densité, comme ici où nous nous trouvons, le risque est multiplié par 4. Dans son rapport sur la politique du logement social de 2013 à 2018, la Chambre territoriale des comptes regrette l'absence de vision d'ensemble du pays en matière de logement social. Le ministre Jean-Christophe Bouissou se défend. Il met en avant son programme de rénovation urbaine qui prévoit 3000 logements dès 2020. Il est bien évident que le Covid s'est invité à l'intérieur de ce schéma. Si vous regardez les statistiques aujourd'hui, la famille polynésienne est au-dessous de 4 membres par famille. Donc il y a encore évidemment des situations de gens qui vivent avec 15, 20, même 30 ou 40 personnes. Donc il faut faire de la décohabitation. Ce n'est pas faire des logements plus grands, c'est de décohabiter les jeunes couples qui sont à l'intérieur. Un programme ambitieux de plusieurs milliards de francs en partenariat avec l'État et les communes. À ce jour, le parc immobilier social locatif est composé de 3090 logements. En avril dernier, l'OPH comptabilisait 3895 demandes. Aussi, n'oubliez pas les gestes protecteurs comme le port du masque et la distanciation physique. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez, éternuez dans un mouchoir à usage unique et évitez de vous serrer la main. Des gestes qui pourraient peut-être éviter des conséquences fâcheuses comme celles qu'ont vécues hier les passagers de l'Aranui après que 8 cas positifs de Covid-19 aient été détectés parmi les membres de l'équipage. Eh bien, le navire de croisière qui avait débuté sa croisière autour de l'île de Tahiti a dû faire marche arrière. Inacio Raveino et Jacques Damour. C'est un coup dur pour l'Aranui 5. 8 membres d'équipage sont positifs au coronavirus, ce qui a écourté la croisière qui devait débuter samedi et l'a clouée au port de Papeete. Nous avons détecté, lors du retour du navire à Papeete, nous avons détecté un cas positif sur un membre d'équipage. Donc à l'issue, il était isolé, débarqué du navire et isolé à terre. Par principe de précaution, nous avons décidé de détecter tous les membres d'équipage avant le départ. Ce que nous avons fait, et quand nous avons reçu les résultats, il y a eu 7 membres positifs. Le protocole sanitaire mis en place a sûrement permis aux îles marquisiennes de rester préservées de la maladie. Celui-ci sera renforcé lors du prochain appareillage du navire. Ça va nous permettre de changer les membres d'équipage qui seraient positifs, mais je tiens juste à préciser que ce n'est pas forcément facile, on va dire. Ça dépend du poste des personnes. Si c'est un officier, ça sera déjà plus compliqué comme un capitaine, par exemple. Et c'est le cas qu'on a eu pour le départ de samedi. L'Aranui 5 repartira donc mercredi prochain, direction l'archipel marquisien. À défaut de touristes, celui-ci aura à son bord un peu plus de 1400 tonnes de fret, dont 200 mètres cubes de carburant. Voilà, quant aux non-résidents, ils ont pu donc rester à bord 48 heures de plus, le temps d'organiser leur retour respectif. Et si vous avez des doutes sur votre état de santé, appelez le 40 45 50 00 ou le 15 uniquement en cas d'urgence. Et cette crise sanitaire ne fait que ralentir le dynamisme économique de la Polynésie, selon l'Institut des missions d'outre-mer. Si la reprise est perceptible depuis 2013, il va falloir trouver un nouveau mode économique. C'est en résumé le bilan macroéconomique du pays réalisé par l'IEOM et l'ISPF entre 2008 et 2018. Fragilisée par l'instabilité politique entre 2008 et 2012, la Polynésie dépend encore beaucoup de l'extérieur. Selon les économistes, elle doit absolument créer des emplois et revoir son modèle économique. On écoute Claude Perriot, il répond à Natacha Silagé et Mirko Vanfou. Je pense qu'on apprend de cette crise. Et ce n'est pas en apprenant qu'on change le modèle économique.
Le modèle économique, c'est une économie globalement tertiaire, basée sur le tourisme et les activités de service. La Polynésie reste extrêmement dépendante à, bien sûr, des transferts publics et des budgets publics, comme on l'a vu dans la constitution du produit intérieur brut, puisque les budgets de l'État représentent à eux seuls 35% du PIB. Mais au-delà de ça, les investissements publics sont aussi extrêmement contributifs au développement de l'activité. Et dans une autre étude, cette fois démographique, l'ISPF préconise de faire appel à une immigration massive pour pallier au problème du vieillissement de la population. Une étude critiquée par le Taveni lors de la dernière séance à l'Assemblée. Un état d'esprit raciste, répondra simplement le président Fritsch. Fuite des cerveaux, des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi en Polynésie. La fécondité, en tout cas, même si elle venait à reprendre, ne pourrait pas avoir un impact immédiat. Natacha Silagi et Mirko Vanfo. Et si la Polynésie vieillissait trop vite? D'abord en raison de sa petite population, mais aussi parce que le taux de natalité n'est plus que de 1,8 enfants par femme. À cela, il faut rajouter le départ des jeunes et on obtient de mauvaises prévisions. En 2050, il n'y aura plus que 3 personnes en âge de travailler pour une personne de plus de 65 ans, alors qu'il y en a 10 aujourd'hui. Soit il faut avoir une politique nataliste, et donc ça veut dire encourager les naissances, que les gens fassent plus d'enfants, mais c'est quelque chose qui va mettre du temps à se mettre en place. Soit il faut faire que le territoire soit attractif, donc par exemple, je parlais des jeunes qui partaient après leur bac ou poursuivre l'étude ailleurs, il faut s'assurer qu'ils puissent revenir. Et effectivement, on peut aussi parler d'immigration. 8 500 personnes âgées de 15 à 59 ans supplémentaires chaque année. C'est ce qu'il faudrait pour lutter efficacement contre le vieillissement de la population. Une immigration importante donc, car encourager la natalité ne suffira pas. L'idée a créé la polémique au sein de l'Assemblée et les esprits se sont échauffés jusqu'à parler de racisme. Une première. L'élu Tavini Eliane Tevahitua a demandé au gouvernement s'il était d'accord avec cette politique d'immigration néocolonialiste. Et le président de répondre « Celui ou celle qui me dira que nous n'avons pas besoin de médecins, de juges, voire même d'avocats blancs, qu'il me le dise. » On est à une période où vous avez des Polynésiens qui sont bloqués en métropole, qui n'arrivent pas à revenir. On est à une période où les étudiants, contrairement à mon époque, où il y a seulement 10 ans, ne reviennent plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas de job. Et dans le même temps, on veut dire qu'il faut importer des nouveaux habitants pour la Polynésie. Vous comprenez que ça puisse choquer. On vise avant tout les Français de métropole en essayant d'imaginer une hypothèse où nous ferions appel à la métropole ou à une forte immigration métropolitaine chez nous. Non, il n'est pas du tout question. Ce sont des hypothèses qui sont posées par des techniciens, mais en tous les cas, c'est pas à eux de définir la politique migratoire. Bien sûr que c'est aux politiques de définir. Mais vous sentez cette montée du racisme ? On sent quelque chose, effectivement. Les insultes contre l'étranger, le blanc, le frani sont en effet quasi permanentes sur les réseaux sociaux depuis le début de la crise sanitaire, comme si le coronavirus avait libéré la mauvaise parole. Rien à voir avec l'obligation objective de faire venir des jeunes pour assurer le paiement des retraites d'ici 30 ans. Voilà, l'immigration contribue au renouvellement des générations, certes, mais elle ne peut pas empêcher le vieillissement de la population en raison, bien sûr, de l'allongement de l'espérance de vie. Parallèlement à cela, de jeunes entrepreneurs se lancent dans la création de toutes petites sociétés. Ils sont plus de 1000 en Polynésie chaque année à faire appel à l'ADI pour les accompagner. Et pour la première fois, l'ADI lance le dispositif « Je deviens entrepreneur » qui va permettre aux porteurs de projets de bénéficier d'une formation gratuite. Les précisions de Romain Stret dans le cadre de l'invité café. Se déroule sur 2 semaines et concrètement, chaque jour, on va proposer une formation en collectif et un accompagnement en individuel qui va permettre à chaque porteur de projet d'avancer sur son projet. On commence aujourd'hui avec, pour chacun, une idée de création d'entreprise et l'objectif, c'est qu'à la fin des 15 jours, on ait pu ensemble balayer toutes les notions juridiques, commerciales, économiques, comptables qui permettent de gérer et créer une entreprise et que les porteurs de projet puissent, à la fin des 15 jours, donc du coup, créer leur activité avec le moins de risques possible. Un mot de sport à présent dans ce journal avec la victoire de Kaolivast à l'Open d'Asia de France qui s'est déroulée au Sable d'Olonne. Des baguettes d'à peine d'1 mètre de haut qui ont permis à notre champion Kaolivast et à la Guadeloupéenne Maud Lecard de s'imposer. Le reportage de nos confrères à Paris.
Les meilleurs Français étaient présents pour cet Open d'Astia de France, à défaut des meilleures vagues. Mais cela n'a pas perturbé Kaoli Vast, capable en finale de sortir hula hoop parfaitement maîtrisé et d'enchaîner 2 air rivers face à Tristan Guilbault en lycra bleu. Ça s'appelle le talent pur à 18 ans, les notes de Kaoli, 9,97 et 9,60. Et ça paraît tellement simple quand le Polynésien l'explique lui-même. Depuis le début de la compétition, j'avais trouvé cette gauche. Elle avait du bon potentiel pour les manœuvres et pour les airs. Mais là, le vent était parfaitement bien placé pour les airs. Et du coup, c'était un peu mon option pour la finale. Et moi, c'est vrai qu'au début de la série, j'ai pas réussi à trouver de vagues. J'attendais jusqu'à ce que je commence à construire mon score et après, j'ai réussi à trouver mes vagues. Comme j'ai fait finale, et quand tu arrives en finale, le mieux, c'est de gagner. Et j'ai tout donné et je suis content. Chez les filles, suprématie outre-mer avec le duel guadeloupéo-réunionnais entre Maud Lecar en rouge et Canel Bullard en jaune. La Saint-Martinoise a forcé la décision en moins de 10 minutes. La réunionnaise pensait avoir fait le plus dur en sortant Vainé Fierro, la polynésienne, en demi-finale. Mais elle a peut-être démarré trop vite sa finale. Maud Lecar a fait parler sa régularité sur le plan d'eau hollandais. On a commencé la série, Canel qui avait un 8 points. Donc au final, ça a enlevé un petit peu le stress. Ça m'a libérée du fait qu'elle ait un 8 points. Je me suis dit, bon, il faut y aller, il faut surfer, il faut donner le meilleur de soi-même et au moins pas être frustré à la fin d'avoir raté et manqué des opportunités. Ça fait partie de l'entraînement. En surf, des fois, on croit qu'on surfe que des vagues parfaites ou quand il fait beau. Non, c'est pas vrai. On surfe aussi quand il y a du vent, quand c'est gros, petit, enfin toutes les conditions. Et c'est ça qui fait un bon surfeur, c'est d'être polyvalent dans toutes les conditions. Malgré ces toutes petites vagues au Sable d'Olonne, les surfeurs d'outre-mer n'ont laissé que des miettes aux locaux. Au niveau pro ou amateur, ils sont en haut de l'affiche française. Voilà une compétition qui a tenu toutes ses promesses. Tandis qu'au Fénois, les compétitions de Va'a sont rares, mais dans les îles, pas question de baisser les bras. C'est le cas des rameurs de Kaukura qui ont organisé samedi une compétition amicale de V1. L'occasion également pour les clubs de collecter des fonds pour les futures compétitions prévues à Tahiti l'an prochain. Sur la ligne de départ, 22 compétiteurs de l'île même et de l'atoll d'Ahe. Un petit parcours de 15 km avec des conditions parfaites. Voilà des images filmées par notre correspondant Lynn Serroua. Sport toujours avec du basket à Uapo, cette fois pour un tournoi. C'était samedi aussi, une initiation pour les plus jeunes d'abord, avant de passer aux matchs les plus attendus, ceux des seniors hommes de l'AS Mataiki face au club TNC. Un match amical pour se jauger, cette dernière étant une équipe de l'île voisine de Nukuhiva. Les joueurs ont donc pu mesurer leur performance. On écoute Huri Temataf Arere, l'organisateur du tournoi, et il est interrogé par Lionel Tehamwana. Cette année, ça a été un grand vide, comme tout sport, mais le basket, on a décidé de mettre en place avant la fin de l'année, de continuer le basket avec les 3 équipes, faire venir ici à Uapo, et ensuite l'équipe de Uapo descend à Nukuhiva. Et pour clore ce journal, comme promis, au cœur du Fénois, nous emmène sur l'île de Uapo, qui ne finit pas de nous dévoiler ses charmes. Focus ce soir sur les pêcheurs de la vallée de Hohoi, des pêcheurs armés de courage pour parcourir des sentiers rocailleux, voire dangereux, pour parvenir au lieu le plus poissonneux du district. C'est une rencontre signée Lionel Tehamwana. Nous sommes sur les hauteurs de la vallée de Hohoi pour une partie de pêche sur les rochers. À défaut d'embarcation, canne à la main, glacière au dos, les pêcheurs parcourent plusieurs kilomètres de sentiers et chemins escarpés avant d'arriver sur les lieux de pêche. C'est ici l'endroit où on vient pêcher le plus souvent les poissons. Depuis que l'on a commencé à marcher sur les rochers, jusqu'ici, ça a toujours été des endroits poissonneux, mais on vient surtout à cet emplacement. Parmi les adeptes, on retrouve Emeline, une habituée du site qui connaît quelques astuces pour remonter des belles pièces. Alors on a attrapé des petites pierres pour prendre l'appât. C'est pour faire l'appât. Ici, on y vient surtout pour pêcher des poissons très appréciés des familles marquisiennes. Après quelques heures de pêche sur les rochers, le poisson a été caillé et vidé sur place pour une meilleure conservation, surtout lors du trajet du retour au village. Mais en ce moment, je suis en train de vider les boyaux.
pour obtenir ceci. C'est une pêche de subsistance qui nourrit depuis plusieurs générations des familles entières. L'océan est un garde-à-manger cher aux Marquisiens. Sa préservation pour les générations futures est aussi devenue un enjeu de nos jours. Voilà, et ce soir, ne manquez pas à 19h55 votre magazine Patitifa consacré à l'adoption à la tahitienne, intitulé Fa'amu, les enfants confiés de la Polynésie. Avant de nous quitter, en vue d'une opération de solidarité en faveur du peuple libanais lancée par France Télévisions, Joseph Maroun, consul honoraire du Liban, sera l'invité café de votre matinale radio. C'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Un rameur de 34 ans de FAA est porté disparu par Tiramea en V1 en milieu de journée. Selon un témoin, l'homme peut être victime d'un malaise et est tombé au niveau de la passe de Papeete. Malgré les recherches lancées par le JRCC et l'hélicoptère Dauphin jusqu'à 15h, seule sa rame, sa pirogue et sa casquette ont été retrouvées. À la une de vos quotidiens demain, la dépêche titre « Mahina lutte contre le gaspillage alimentaire ». Tahiti Info 2008-2020, d'une crise à l'autre. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. Restez avec nous à suivre votre magazine de la mer Bleu Océan, suivi de Patitifa. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.